Du coup, bonjour à tous, bienvenue au Wake Up Product du mois de novembre. Donc, pour cet épisode, on va vous parler de comment, à partir de problèmes priorisés, imaginer une bonne solution. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois et qui connaissent pas trop les concepts des Wake Up Product, c'est des webinaires qui ont lieu une fois par mois autour des sujets du product management afin d'enrichir et de renforcer du coup la boîte à outils, que ce soit un PO, PM, BA ou autre, sur différentes thématiques. Quelques, petites formalités avant de commencer. Donc, on vous invite à couper vos micros, vos caméras pour, garantir la qualité des échanges et rendez-vous dans le chat pour les questions ou sur LinkedIn, si vous avez des questions après ce wake up à poser directement à Pierre ou à moi avec plaisir. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, c'est Yasmine Choukir, je suis product owner chez OnePoint depuis, 3 ans maintenant. Et je fais partie du collectif produit de chez OnePoint, donc qui organise ces Wake Up Product. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Pierre avec moi pour ce webinaire. Et je te laisse te présenter, Pierre. Ouais, merci Yasmine pour l'intro. Du coup, moi c'est Pierre, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis dans le conseil, donc chez OnePoint, sur des problématiques autour du product management, sur des expertises pardon, sectorielles autour du retail et du luxe principalement, sur des rôles de PO, PM, sur du déploiement d'outils B2C, principalement à destination des boutiques, sur des sujets plutôt d'innovation. Merci. Et je te laisse enchaîner avec l'introduction du sujet. Ça marche. Du coup, aujourd'hui, comme le disait Yasmine en introduction, l'idée c'est de reparcourir la problématique suivante qui est comment, à partir des problèmes priorisés, imaginer une bonne solution. J'ai volontairement ajouté bonne solution parce qu'en réalité, il y en a souvent plusieurs. On aurait pu mettre un S aussi à solution. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous partager mon point de vue sur une démarche que je pense opérationnelle et fonctionnelle sur comment, à partir d'un brief client et d'une problématique qui m'est donnée dans ma bannette, je suis capable de sortir avec une ou plusieurs solutions qui sont en adéquation avec les attentes. Avant de commencer et de vous exposer les grandes étapes pour imaginer cette bonne solution, reprenons peut-être un peu de recul et partons d'un point de départ commun, qui est ce que vous voyez à l'écran, qui est le double diamant pardon, du design thinking. Euh, le double diamant, c'est souvent l'approche qui est utilisée sur la phase de discovery. Là où sur la phase de delivery, finalement, on a un tampon commun qui est la méthode agile, sur la phase de discovery, on a un peu moins de frameworks qui sont disponibles. Et donc souvent, ce qui revient, c'est ce double diamant, parce que finalement, c'est une carte visuelle qui nous permet de voir l'entièreté du processus de conception. Et donc ce double diamant, il est issu, comme on le connaît, du design thinking, qui est une approche centrée sur l'innovation et sur l'humain. On connaît les grandes phases qui sont l'empathie, la définition, l'idéation, le prototypage et les tests. Et on vient souvent mettre ce double diamant à la fin pour euh, mettre cette carte visuelle sur qu'est-ce qu'on va concevoir comme solution. Et donc moi, c'est ce que j'utilise euh, dans dans mon quotidien. Je te rejoins, Pierre, il y en a d'autres aussi, pour le coup. En tout cas, moi, c'est encore une fois mon point de vue et celui que j'utilise dans mon quotidien, mais en effet, on peut utiliser le Lean Startup et le Design Sprint. Euh, le double diamant, je l'utilise pour placer la population que j'ai en face de moi dans son écosystème. Et aussi potentiellement ouvrir la porte à est-ce qu'on a défini le problème avant de créer la solution. On oublie souvent le diamant de gauche et on peut oublier aussi parfois le diamant de droite sur uniquement de la conception de problématiques sans forcément penser solution. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est notre point de vue et je vous ai mis où est-ce qu'on rentre dans le double diamant aujourd'hui dans notre présentation. Mais du coup, dans ces aspects théoriques, pour toi, comment on répondrait plutôt concrètement
à la problématique d'aujourd'hui qui est de trouver les bonnes solutions. Et donc du coup, c'est là où, encore une fois, ça n'engage que moi, mais finalement, j'ai essayé de détailler les 4 grandes étapes qui, pour moi, construisent la création d'une bonne solution. Ça passe tout d'abord par la génération d'idées et de regarder aussi ce qui se passe autour de nous, que ce soit sur le marché ou que ce soit sur de l'interne. Le deuxième point, c'est comment on dérisque en regardant la faisabilité, qu'elle soit fonctionnelle ou technique, de notre solution qu'on est en train de construire. Comment on mesure avant même d'avoir créé notre solution, que ce soit sur des aspects de performance ou des aspects stratégiques, pardon. Et le quatrième point, c'est de se dire bah, comment on valide notre solution euh, en passant notamment par une phase de construction de cette solution. Et donc au cours des prochaines slides qu'on va vous présenter, on passe par ces 4 grandes étapes et j'ai volontairement pris un exemple qui est un peu loin de notre corps de métier, ce qui est finalement l'exemple d'un apiculteur qui souhaite créer et trouver une application pour créer et trouver l'emplacement idéal de ses ruches en France. Donc voilà, cet apiculteur, il va nous suivre au fur et à mesure des 4 grandes étapes que vous voyez sur les slides. Donc du coup, si on rentre dans la première étape qui est comment je génère des idées à partir de ma problématique qui a été priorisée, je vous pose la même question et je suis preneur d'avoir vos réponses directement dans le chat. On a différentes problématiques dans notre quotidien ou non sur nos solutions, que ce soit pro ou perso d'ailleurs. Et du coup, je suis preneur d'avoir votre retour dans le chat directement sur comment vous générez aujourd'hui des idées, innovantes ou non d'ailleurs, mais quelle est euh, quelle est votre, on va dire, votre première étape sur justement cette génération d'idées. Je vous laisse une petite minute, vous répondez directement dans le chat, je suis preneur, sauf si vous êtes coincé dans le métro et que vous n'arrivez pas à écrire. J'ai Laurie qui nous dit benchmark, étude de marché, interview utilisateur pour Pierre. Ok. Atelier de collecte des besoins, interview utilisateur, séance d'observation. En demandant l'avis de différents profils, métiers, BA, dev, testeur. Je te rejoins, Damien, sur ne pas oublier les tech guys. Un event storming, interview, observation. Julien, j'attendais cette réponse, donc je ne l'évoque même pas à l'oral. Mais en effet, pour le coup, ouais, tu peux aussi en générer de cette manière. Du coup, je vous rejoins pour le coup, et c'est aussi mon point. Il y a une grande partie qui est de la récolte d'interviews côté utilisateur. Il y a une grande partie aussi, Damien, qu'il ne faut pas oublier sur la partie faisabilité technique, sur tout ce qui est, tout ce qui est expertise technique. Et en effet, il y a d'autres outils d'IA qu'on peut utiliser. En tout cas, moi, je vous en présente deux aujourd'hui que j'ai utilisés pour le coup sur ma dernière mission. Euh, le premier, c'est le Crazy Eight, un bien grand mot pour dire qu'on détaille sur 8 petites cases un petit dessin où à chaque fois on vient mettre finalement ce qu'on pense au regard de la problématique qu'on peut avoir. Donc c'est case 1, je définis ma première solution, 2, je l'affine, 3, je trouve quelque chose d'un peu plus concret, et jusqu'au 8. euh, je l'utilise dans le sens où ça nous permet de sortir un peu de notre quotidien derrière notre ordi et de poser noir sur blanc qu'est-ce qu'on voit concrètement sur l'application, que ce soit en termes de features ou que ça soit en termes de visibilité. Et souvent, on se rend compte que les personnes ont besoin d'avoir un visuel pour se projeter. Et là, pour le coup, cet atelier, il pourrait être fait, c'est pour ça que je vous demandais, soit avec des utilisateurs, soit avec des parties prenantes, soit avec d'autres équipes qui n'ont pas forcément de lien direct avec notre produit.
Et l'atelier 61, finalement, c'est à peu près la même chose, où on vient clarifier justement les différentes solutions et idées et qu'on peut avoir et réellement le poser sur notre application actuelle, réellement en termes de petits carrés et de wireframe qu'on peut avoir. Si je continue mon exemple de mon apiculteur, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une petite référence aussi à Beyoncé sur cet exemple, je vous laisserai le trouver, et si quelqu'un l'a dans le chat, je suis preneur aussi. Notre apiculteur, lui, il veut trouver des idées innovantes, comme je l'ai dit, pour trouver l'emplacement idéal de nos ruches en France. Et donc lui, il va vous rejoindre, il va finalement utiliser des activités de brainstorming avec les différents apiculteurs qu'il a au quotidien, les développeurs aussi d'applications, les experts côté environnement, pour aussi générer ses idées. Et tout ça, il va les mettre sur, sur une activité de mind mapping autour d'outils comme Figjam ou Miro qu'il va utiliser justement pour mettre ces différentes idées à plat et de voir au fur et à mesure quelles sont les idées qui ressortent de l'eau. Donc du coup, les résultats, c'est qu'il se rend compte que il peut utiliser des données satellitaires pour analyser la végétation et potentiellement la présence de cultures mellifères. Mellifères, c'est produisent beaucoup de pollen, je crois, de mémoire. Sa deuxième idée, c'est d'intégrer des données météorologiques pour voir justement s'il y a un climat favorable sur l'emplacement de sa ruche qu'il souhaite avoir. Et la dernière idée, c'est de collecter des informations sur la densité des ruches qui sont existantes pour éviter la concurrence excessive qui peut y avoir. Je te laisse passer à la slide suivante, Yasmine. Ouais, juste une question avant, et dans le cas où les 2 méthodes ne répondent pas à nos besoins, est-ce qu'il y a d'autres méthodes que tu peux peut-être nous conseiller à utiliser pour faire émerger justement, des Ouais, idées? totalement, je le disais, mais ça rejoint tout ce que vous disiez dans le chat. Je pense qu'il n'y a pas une bonne méthode. Je pense qu'il y en a plein. En tout cas, il y en a qui fonctionnent plus ou moins. Vous l'avez vu dans mes deux exemples, c'est plus un point de vue qui est très visuel, parce que c'est quelque chose aussi qui me parle et qui parle plus peut-être à des personnes qui sont très schématiques. Euh, Si on prend l'exemple de mon apiculteur, lui, il parle de brainstorming et mind mapping. Et donc lui, il a besoin, entre guillemets, de discuter avec les différentes parties prenantes pour comprendre leur cœur de métier, mais aussi identifier les différentes idées. OK, merci. Et du coup, la première question que j'aimerais vous poser, au-delà euh, de la création de... Pardon, j'étais en train de lire ton message, Nicolas, c'est pour ça. Euh, Au-delà de la création de méthodes justement et de la création d'idées et génération d'idées, souvent on a la réponse qui est bah, moi j'ai pas d'idée, du coup bah, je suis bloqué et je t'aiderai pas plus que ça. Et du coup la question que je vous pose dans les quatre parmi celles qu'on voit à l'écran, c'est selon vous quelle est la ou la meilleure méthode pour se monter ce blocage créatif? Le premier point c'est forcer souvent la solution en travaillant sans pause jusqu'à vous trouver quelque chose. Le deuxième point, c'est faire une pause et revenir plus tard avec un esprit plus frais pour aborder le problème sous un nouvel angle. Le troisième, c'est ignorer le problème et espérer qu'une solution apparaisse spontanément. Et le quatrième, c'est analyser les tendances de marché pour s'inspirer des solutions adoptées par d'autres dans des situations similaires et même en interne. Et Julien, vous avez donné un petit indice dans le chat sur la réponse à cette question. Je vous laisse une petite minute pour mettre un, 2, 3 ou 4 dans le chat. Il y a Inès qui nous dit la 4. Laurie qui n'a pas l'air convaincue, mais qui dit la quête aussi. Je te laisse passer à la slide suivante, Yasmine. Mais du coup, en effet, il y a aussi la 2. Renaud, tu es le premier, donc du coup, c'est toi qui gagne cette première question. Euh,
Bon, on a le truc assez classique qui est je fais une pause et je reviens plus tard pour aborder le problème sous un nouvel angle. Mais le message que je voulais vous faire passer derrière cette question, c'est le message qui rejoint celui de Julien tout à l'heure. C'est au-delà de générer des idées entre nous, on a aussi des idées qui sont très bien faites sur le marché et qui ont déjà été potentiellement taclées par différents acteurs. Et ces solutions, elles peuvent être sur le marché, mais elles peuvent être aussi sur d'autres équipes en interne. Et pour le coup, j'insiste sur le interne. Moi, c'est typiquement un sujet qui est revenu sur les discussions et le tour des cœurs de métier que j'ai pu faire, notamment sur des marchés qui sont souvent porteurs d'innovation et qui ont déjà souvent une solution utilisée sur un pays en particulier, qui n'est pas forcément global, mais qui fonctionne déjà très bien. Donc, le message, c'est de se dire, regardez le marché, mais regardons aussi ce qui se passe sur des situations similaires, même en interne. Exactement. Il faut prendre les bonnes pratiques d'Amiens sans forcément regarder et prendre noir sur blanc ce qui a déjà été fait chez mon concurrent. Euh, Du coup, si j'ai pas d'idée, Pierre le disait très bien tout à l'heure, on a des outils d'IA. Je vous ai pris volontairement pas un Perplexity ou un ChatGPT. Il y a des idées comme IdeaNote qui sont très cool aujourd'hui, qui sont finalement sur la génération d'idées, de l'organisation d'idées, et où on peut faire de l'idéation sur un sujet en particulier, qui casse un peu les codes que ce qu'on peut trouver sur du ChatGPT. Et il y a des outils euh, un peu moins digitaux, on va dire, mais les 4P du marketing, donc Product Price, placement et promotion, pardon, Place, qui nous permettent aussi de revenir sur nos basiques et de se dire bah, où est-ce que je place mon produit dans l'écosystème actuel. Et du coup, sur cette partie-là, mon apiculteur, lui, il se pose la question de se dire, bah, est-ce que ça vaut le coup que j'aille faire un benchmark? Et du coup, il se lance dans l'étude de marché sur des applications qui permettent déjà d'identifier de l'emplacement de ruches en France. Donc, il se rend compte qu'il y a deux applications qui existent, BeConnect et ApiariMap. BeConnect, il permet aux apiculteurs de retrouver où est-ce qu'il y a eu un traitement phytosanitaire qui peut détruire sa ruche. Et Apiarimap, il fournit des cartes interactives où justement il y a des données environnementales qui permettent d'analyser la végétation autour et donc de définir où est-ce qu'on trouve son meilleur emplacement. Mais donc ce qu'il se dit, c'est finalement il n'y a pas une application aujourd'hui sur le marché qui répond à ces différents besoins et donc il a besoin de la définir. Je vais accélérer parce que je vois le temps qui passe. Le deuxième point, c'est dérisquer en regardant la faisabilité. Euh, Quand on dit dérisquer en regardant la faisabilité, c'est la faisabilité technique, mais la faisabilité aussi fonctionnelle. Là, sur les exemples, on est plus sur une faisabilité fonctionnelle, que ce soit avec le Happy Pass, qui est aussi présent dans le livre de Discovery Discipline sur la partie Execute, où finalement, on a besoin de concevoir un parcours clé de mon utilisateur sur mon application demain et de savoir où est-ce qu'on met potentiellement nos gros warnings euh, et, euh, et où est-ce qu'on peut dégager potentiellement des axes d'amélioration. Et le deuxième point, c'est l'aspect prototype, passer du low au high fidelity justement pour visualiser et tester rapidement ce qu'on est en train de définir. Et donc ça permet de dérisquer dans le sens où on a quelque chose aussi entre les mains, potentiellement à montrer à l'ensemble de nos parties prenantes. Et lui, c'est ce qu'il va faire, notre apiculteur aussi, c'est qu'il va développer une première application basée sur un POC, on y reviendra juste après, et il va aussi étudier la faisabilité budgétaire de son prototype avec les ressources nécessaires et les défis techniques. Et donc les résultats qu'il va avoir, bah, c'est un premier prototype sur Figma qu'il va pouvoir venir tester avec ses apiculteurs qu'il rencontre tous les week-ends. Mais sur la partie prototype, est-ce que tu penses que des fois, le fait de faire un prototype, ça banalise le parcours et du coup, ça peut porter préjudice un peu, du fait de ne pas creuser toutes les complexités ou les dépendances? Ouais, j'inverserais cette question dans le sens où
Justement, je pense qu'on se concentre uniquement sur les features nécessaires. Et donc souvent, on essaye d'enlever, que ce soit un petit carré ou autre, dans nos écrans en disant, bon, ça, je suis pas sûr. Mais du coup, on se repose les bonnes questions. Et ça nous permet aussi de venir chercher un sponsorship fort d'un point de vue C-level sur qu'est-ce qu'on est en train de faire et de prouver que finalement, sur les 4 dernières semaines, on n'a pas fait que parler et que dessiner avec les petits ateliers que je vous montrais juste avant. Même gage que tout à l'heure, souvent la question qui revient c'est bah, j'ai pas de budget, mais du coup je peux pas valider ma solution. Euh, le j'ai pas de budget revient souvent, surtout en ce moment. En tout cas, comment aujourd'hui euh, vous faites pour justement valider cette solution? Le premier point, c'est attendre une opportunité de financement externe avant de commencer à valider la solution. Le 2, c'est utiliser des méthodes de validation sans coût, telles que des interviews, des tests, des prototypes basiques avec la recueil de feedback. Le 3, c'est participation à des événements avec des communautés pertinentes pour recueillir des infos. Et le 4, c'est collaborer avec des partenaires pour partager les coûts de la validation et bénéficier de ressources supplémentaires. Je vous laisse répondre dans le chat. Ok. J'ai le 2 qui revient souvent et le 4. Mmh, Je te laisse passer à la slide ouais. suivante. D'offrir un moment de tambour. Mais du coup, en effet le 2 pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, le 3 et c'est le message que je vais faire passer derrière cette question, c'est ce qu'on oublie souvent. On n'a pas de budget, mais par contre, on peut trouver des choses qui ont déjà été faites et potentiellement trouver des personnes qui sont en externe ou même dans l'interne sur des communautés qui sont pertinentes pour aussi récolter des informations et récolter potentiellement des problématiques que eux ont déjà résolues. Donc même si j'ai pas de budget, je suis capable d'aller voir des personnes pour leur en parler avec mon proto et je suis capable aussi d'aller chercher des idées autour de différentes communautés. Le 4 pour moi, n'a pas du tout fonctionné, et c'est pour ça que je l'ai montré. Euh, qui dit partenaire dit dépendance aussi le plus souvent externe. Qui dit partage de coûts dit partage aussi de roadmap et de features, et donc de non-priorisation des features sur un MVP. Et donc, on ajoute des ressources, mais en réalité, on ajoute aussi de la complexité. Et donc, pour moi, ça n'a pas marché le 4. Du coup, si j'ai pas de budget, je suis capable quand même d'avoir un premier POC qui valide justement d'un point de vue technique que ça fonctionne avec une personne, un tech lead ou autre qui nous aide sur cette partie-là. Le POC, pour moi, il m'a aidé à convaincre et à avoir un sponsor fort derrière mon produit. Et le deuxième point, c'est Axel Soria de Atlassian qui le disait lors du Product Inc. Summit qui disait bah, même si tu n'as pas de budget, tu es capable d'avoir accès à tes utilisateurs. Et même si tu n'en as pas en interne, tu es capable de les avoir avec les réseaux sociaux qui t'entourent aujourd'hui. Une fois qu'on a généré des idées, on a dérisqué, on a validé la faisabilité technique et fonctionnelle, on mesure la valeur de notre solution. Et donc là, il y a deux points qui ressortent. Le premier, c'est comment j'analyse au niveau de mon produit la performance de mon produit et comment je suis capable d'un niveau stratégique et d'un niveau un peu plus high level de créer de la transparence à travers mes OKR qui sont finalement mes objectifs on key result qui permet justement de partager une vision commune, que ce soit avec l'équipe de delivery ou l'ensemble des parties prenantes qui m'entourent sur mes objectifs que je me suis fixé sur un trimestre. Et le Passer un dernier peu point, plus vite, parce qu'il ouais, reste que quelques Je, minutes. je vois le temps qui passe et c'est pour ça. Bon, mon apiculteur, pour le coup, sur les KPI, etc., je vous laisse savoir ce qu'il a fait, mais c'est assez classique.
Il a analysé ces datas qu'il avait et il en a parlé autour de lui pour mesurer l'impact. Et son but, c'est d'augmenter la productivité de ses ruches et de son budget. Et le dernier point, c'est prioriser et délivrer la solution. Donc une fois qu'on a une première version de notre solution qu'on a pu valider avec l'ensemble de nos parties prenantes, bah, finalement, on en rentre dans la phase de delivery avec ce schéma que vous reconnaissez tous, mais qui est dans mon backlog, qu'est-ce que je mets? Et donc, j'identifie les fonctionnalités clés à inclure dans la version initiale de l'app. Je planifie mes étapes de développement en fonction des déploiements que je souhaite avoir et des événements qui vont me permettre d'y accéder, mais aussi les différentes ressources. Et le dernier point, c'est au-delà d'identifier comment je délivre, il y a un point qui est hyper important et qui permet de aussi gagner et de monter en compétence l'ensemble des parties prenantes sur son produit, c'est bah, comment tu en parles, comment tu communiques dessus avant même d'avoir ton produit pour trouver aussi ton market fit, mais aussi ta communauté d'early adopters. Et on va passer à la partie quiz. On fait rapidement une Ouais, minute. Euh, je vous laisse répondre dans le chat directement. Vrai ou faux, le double diamant est la seule technique du design thinking. En effet, Pierre Renaud, c'est faux. on passe à la deuxième question. L'outil 621 est utilisé pour le financement. C'est juste pour vérifier que vous m'avez écouté pendant 30 minutes. En effet, c'est faux. Le POC est un outil qui permet de valider la faisabilité d'une solution. Et ça sera la dernière question, promis. Et en effet, Inès a indiqué que c'est vrai pour le coup. C'était tout sur moi, sur le gong. Je termine cette présentation. Pour le coup, l'idée, c'était de vous partager de manière très rapide, encore une fois, et succincte. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à créer et à développer encore. Mais en tout cas, c'est comment aujourd'hui, à partir d'une problématique, on est capable de sortir une solution euh, qui était pas la bonne entre nous sur ma dernière mission. En tout cas, qui n'était pas la bonne sur les fonctionnalités et les features qu'on avait identifiées dès le début. Donc des fois, ça marche et des fois, ça marche pas, de manière très honnête. Et donc, du coup, je vous donne un peu de lecture pour aussi confronter mon point de vue avec d'autres personnes qui en parlent mieux que moi, notamment sur le livre Discovery Discipline qui reprend 7 étapes clés de manière très opérationnelle sur comment on peut concevoir une, une solution, mais aussi rebalayer les grands concepts de la discovery. Le sprint que j'ai relu il y a peu de temps de Jack Knapp qui reparle de comment lui mettait autour d'une table une dizaine de personnes et puis pendant une semaine il ne faisait que ça pour créer un produit qui était innovant. C'est intéressant de le confronter avec le point de vue de l'IA qui à l'époque était peu présent dans ce livre. Et Super Thinking pour le coup c'est un livre que j'ai sur étagère et que j'ai pas commencé à lire, mais en tout cas qui est normalement The Best Problem Solving Book d'après Amazon. Donc voilà, je vous invite à lire ces livres qui sont top, en tout cas les deux premiers que je connais. Bah, merci beaucoup Pierre, en tout cas, d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager avec nous tes expériences, tes connaissances sur le sujet. Et nous, côté Wake Up Product, donc on vous donne rendez-vous le jeudi 12 décembre pour introduire le sujet de l'impact mapping. Donc pour s'inscrire, vous avez le site internet OnePoint. Il y aura aussi des invitations Teams qui vont être envoyées sous peu. Et vous pouvez aussi nous suivre sur la page LinkedIn Wake Up Product et je vais vous mettre tout ça sur le chat. Bien, merci beaucoup. Merci à tous et merci Pierre, encore une Merci à fois. tous. Au Bonne revoir. journée. Merci beaucoup, au revoir.